Mon dossier médical indiquait qu'on m'avait diagnostiqué un trouble neurologique non spécifié à l'âge de 9 ans, après une hospitalisation pour une perte de mobilité aux membres inférieurs. Ce qui m'a glacé, c'était cette note unique, écrite à la main, fanée par le temps. Pas d'analyse sanguine, pas de radiographie, aucun rapport détaillé expliquant la raison de ma paralysie, seulement une ligne, transférée d'un établissement privé, Dr. Harris. Le nom de ce médecin flottait comme un spectre, me ramenant à cette chambre blanche, plusieurs années auparavant. Je me suis approché de la réceptionniste, lui demandant si elle connaissait le Dr. Harris ou ce mystérieux centre médical privé. Elle haussa les épaules, incertaine. De petits cabinets ouvrent et ferment sans cesse par ici. Personne ne les suit vraiment. Vous devriez peut-être contacter le service de santé de l'État, ils auront peut-être plus d'informations. Je la remerciai, glissant le dossier dans mon sac à dos, la tête pleine de questions sans réponse. Pourquoi aucune analyse? Pourquoi un seul nom? Et surtout, pourquoi mes parents ne m'avaient-ils jamais emmené pour un traitement approfondi? Je décidai d'enquêter sur cette clinique que Madame Rosa, ma vieille voisine, avait évoquée. De retour à River Bottom, je parcourus les rues familières en quête d'indices. Beaucoup secouèrent la tête, d'autres se contentèrent de murmures. Une clinique mystérieuse, des camions arrivant la nuit, des enfants qui disparaissaient. Puis je rencontrai Monsieur Joe, un voisin autrefois familier, maintenant vieux avec des cheveux blancs, sirotant son café dans un petit bistrot. « Je m'en souviens », dit-il d'une voix rauque. C'était à quelques kilomètres sur la route, National 71, un bâtiment gris, sans enseigne. On disait que c'était pour des essais de médicaments, mais personne n'osait s'en approcher. Il marqua une pause, puis me regarda. « Tes parents t'y ont amené, non ?» J'acquiesçai, le cœur battant la chamade. « Ils ont changé après ça. Ton père Karl a commencé à avoir de l'argent, a acheté une nouvelle voiture, puis ils sont partis. » Je lui demandai comment il pensait qu'il avait gagné cet argent si vite. Il éclata de rire, un rire amer. « Les affaires sont bonnes, c'est tout. » Mais je savais que personne ne s'enrichit aussi rapidement, surtout pas à River Bottom. Ces paroles me poignardèrent encore plus profondément. Je lui posai des questions sur le Dr. Harris, mais il secoua la tête. Jamais rencontré. J'ai entendu dire que la clinique ne faisait pas que tester des médicaments sur des adultes. Ils utilisaient aussi des enfants, les pauvres, les orphelins, ceux que personne ne remarquerait. Mon sang se glaça. Des enfants que personne ne remarquait. C'était moi, n'est-ce pas? Un enfant pauvre, oublié, vendu comme une marchandise. Je décidai de trouver cette clinique décrite par Monsieur Joe, ce bâtiment gris sur la route 71. Sans voiture ni argent pour un taxi, j'ai demandé à Maria, du centre de soutien, de me mettre en contact avec une association locale, qui m'a organisé un trajet gratuit. Le voyage dura presque 1 heure à travers des champs vides et des routes silencieuses. Quand la voiture s'arrêta devant un vieux bâtiment, mon cœur se serra. C'était l'endroit, le bâtiment gris sans enseigne, avec une porte en fer, lourde et des fenêtres brisées. Mais il était abandonné. Des mauvaises herbes épaisses entouraient l'entrée. La porte principale était verrouillée par un cadenas rouillé, et il n'y avait âme qui vive. Je me suis approché, regardant, à travers une fente de la fenêtre. À l'intérieur, il n'y avait que l'obscurité et des débris de vieux meubles. Si c'était une clinique autrefois, c'était maintenant une coquille vide, comme si elle n'avait jamais existé. Sous ce ciel gris, je me sentais face à une porte fermée que je ne pouvais franchir. Cette clinique, mon seul espoir, ne m'avait offert que déception. Je repensais à la lettre anonyme, à ces mots tranchants. « Tu es une victime, tes parents t'ont vendu comme cobaye. » Si la clinique avait disparu, il ne me restait qu'un seul endroit pour chercher des réponses, la maison de mes parents. Je me souvenais des documents trouvés dans le bureau de mon père, des mots comme « essai clinique » et « compensation ». Revenir chez eux ne fut pas une décision facile. L'idée de franchir le seuil de cette maison où j'avais été traité comme un poids me serrait la poitrine. Pourtant, j'avais besoin de la vérité, et si elle se cachait dans les tiroirs de mon père, je trouverais un moyen d'y accéder. Je pris mon courage à 2 mains, emballai mon carnet et ma pièce d'identité dans mon sac à dos, puis pris le bus pour ce quartier résidentiel huppé. Devant la clôture blanche entourant la maison, je me sentis étranger. Cette maison, avec sa pelouse impeccable, sa cheminée chaleureuse et ses dîners auxquels je n'avais jamais été invité, n'était plus qu'un souvenir d'abandon. Je toquai à la porte, le cœur battant. Ma mère ouvrit, ses yeux se durcissant, en me voyant. « Elliot !» dit-elle, surprise et agacement mêlés.
Que fais-tu ici? Avant que je puisse répondre, mon père apparut derrière elle, son visage froid comme lors de ce jour de Thanksgiving. Tu es revenu? Demanda-t-il, sa voix aussi tranchante qu'un couperet. N'avions-nous pas été clairs? Ce soir-là, on a annoncé l'héritage, pour que tu comprennes que tu n'as plus ta place ici. Tu es parti, et on en a y été soulagé parce que tu es enfin parti. Pourquoi es-tu revenu? Ces mots étaient une gifle. J'avais envie de crier, de demander pourquoi il m'avait traité ainsi, mais je serrais les dents et gardais la voix calme. Je suis venu récupérer quelques affaires. Je resterai quelques jours, puis je partirai. Je vis ma mère jeter un coup d'œil à mon père, comme s'ils envisagèrent de me renvoyer. Finalement, elle soupira. Très bien, mais ne cause pas de problème. Ils ne se souciaient pas de savoir comment je vivais, si je mangeais ou dormais. Leur froideur me blessait plus que toutes les insultes. Ils m'autorisèrent à entrer. Je me déplaçais dans les larges couloirs qui avaient en été mon foyer, mais qui me semblaient maintenant aussi étrangers qu'un hôtel. Ryan était à l'école, donc la maison était silencieuse, seulement traversée par les chuchotements de ma mère dans la cuisine et le bruit de la télévision de mon père dans le salon. Ils me laissèrent dans ma chambre d'enfant, intacte, avec son petit lit et sa bibliothèque, comme si le temps s'était arrêté. Mais je n'étais pas là pour la nostalgie, je voulais la vérité. Cette première nuit, j'attendis que mes parents dorment. La maison s'enfonçait dans l'obscurité, éclairée seulement par les lampadaires filtrant à travers les fenêtres. Je me rendis au bureau de mon père, pièce qu'il verrouillait toujours quand j'étais petit, mais dont la porte était désormais ouverte, sans doute parce qu'il croyait que j'étais parti pour de bon. Je glissai à l'intérieur, allumai la lampe de bureau et commençai à fouiller. Les tiroirs étaient remplis de factures et de contrats, rien qui attire l'attention. Je regardai sous le bureau, dans la bibliothèque, même dans la corbeille, sans rien trouver. La deuxième nuit, j'étais presque prêt à abandonner, pensant m'être trompé. Mais la troisième, alors que mes parents étaient répartis à un dîner, je retournai au bureau. J'ouvris le dernier tiroir du bureau, celui que mon père appelait « interdit aux enfants ». Il était verrouillé, mais je trouvai une petite clé cachée sous le tapis. Mes mains tremblaient, tandis que j'ouvrais le tiroir. Là, un épais dossier tenu par un élastique, portant la mention « Contrat Medvance 2009 ». Mon cœur battait à tout rompre, je feuilletais les pages. Il y avait des reçus de virements bancaires de Medvance Pharmaceuticals vers le compte de mes parents, s'élevant à des dizaines de milliers d'euros, avec des annotations telles que « service de courtage » et « sujet d'essai clinique ». Le sujet c'était moi. Un autre document listait d'autres enfants, avec des notes telles que « dommages neurologiques » ou « décédé ». Une note manuscrite de mon père disait « Elliott succès, poursuivre coopération ». Assis dans la faible lumière de la lampe, les larmes coulant sur mes joues, je réalisais que mes parents ne m'avaient pas seulement vendu, ils avaient ouvert la voie à un réseau abject qui fournissait des enfants pauvres et orphelins à Medvance pour des essais médicaux dangereux. J'étais le premier cas, la marchandise qui les avait enrichis. Je photocopiai les documents, remis le dossier dans mon sac et partis le lendemain sans un mot d'adieu. Je n'en avais pas besoin. Ils m'avaient pris mes jambes, maintenant je reprendrais la vérité. Le matin suivant, je me levai tôt, le poids du secret dans mon sac me rappelant que je devais agir vite. Je n'avais pas l'intention de rester plus longtemps dans cette maison où la trahison avait élu domicile. Mon premier objectif était clair, contacter une journaliste locale réputée pour ses enquêtes sur la corruption dans le secteur pharmaceutique. Son nom était Claire Moreau, une femme tenace qui avait déjà dénoncé plusieurs scandales liés à des expérimentations illégales. Je trouvai son numéro dans un annuaire en ligne et lui envoyai un message succinct expliquant que j'avais des documents cruciaux à lui montrer, preuve d'une conspiration impliquant une grande entreprise pharmaceutique et des complicités au sein de ma propre famille. En peu de temps, elle accepta de me rencontrer dans un café discret du centre-ville. Lors de notre rendez-vous, je posai les dossiers sur la table, observant son regard qui passa rapidement des papiers à mon visage inquiet. « C'est sérieux » murmura-t-elle. « Si ce que vous dites est vrai, cela pourrait ébranler toute la région, voire au-delà. Mais êtes-vous prêt à faire face aux conséquences? Ces entreprises ont des moyens, et elles ne reculent devant rien. » J'acquiesçai, résolu. Je n'ai plus rien à perdre. Claire prit des photos des documents avec son téléphone, puis me conseilla de rester vigilant. Elle allait commencer à enquêter discrètement, vérifier les transferts bancaires et les noms mentionnés dans le dossier. Ce soir-là, en rentrant dans ma petite chambre d'hôtel, je sentis pour la première fois une lueur d'espoir, même si la peur restait ancrée dans mes os. Les jours suivants furent un mélange d'attente, anxieuse et de découvertes troublantes.
Claire me téléphonait souvent pour me tenir au courant. Elle avait réussi à obtenir des informations sur Medvance Pharmaceutical, une entreprise basée à Lyon, spécialisée dans la recherche médicale, mais aussi accusée de nombreuses pratiques douteuses. Plusieurs employés avaient disparu, sans laisser de traces, et des documents internes faisaient état de projets confidentiels, impliquant des essais sur des populations vulnérables, y compris des enfants. Plus inquiétant encore, Claire me révéla que certains responsables politiques locaux étaient liés à Medvance, recevant des fonds pour fermer les yeux sur ces activités. Ce système de corruption tentaculaire étouffait toute tentative de justice. Ma propre famille semblait n'être qu'un maillon d'une chaîne bien plus vaste. Un matin, alors que je parcourais les messages de Claire, je reçus un appel anonyme. Une voix métallique et déformée me murmura « Abandonnez votre enquête, ou vous subirez les conséquences. » Le silence qui suivit était chargé de menaces. Je sentis une sueur froide couler dans mon dos. Mais ce message ne fit que renforcer ma détermination. Je décidai d'enregistrer cet appel, conscient que chaque preuve comptait. Ce fut le début d'une période où je vécus constamment sur mes gardes. Chaque bruit suspect dans la rue, chaque ombre dans les recoins sombres devenait source d'angoisse. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas reculer. Avec l'aide de Claire, je contactai une association de défense des droits des enfants qui accepta de soutenir mon combat. Ils m'offrirent un accompagnement juridique et médiatique permettant de diffuser progressivement mon histoire à travers des plateformes plus larges. Une fois les premières révélations publiées, le scandale prit de l'ampleur. Plusieurs médias nationaux s'emparèrent de l'affaire, suscitant une vague d'indignation. Mais cette visibilité avait un prix. Les menaces devinrent plus fréquentes. Et un jour, alors que je quittais un rendez-vous avec Claire, une voiture noire me suivit plusieurs kilomètres avant de disparaître brusquement. Ce type de harcèlement n'avait qu'un seul but, m'intimider et me faire taire. Pourtant, malgré la peur, je ne pouvais pas abandonner les enfants qui pourraient encore souffrir dans l'ombre. Un soir, au détour d'une réunion avec l'association, une femme me remit un dossier anonyme. Dedans, des photos prises clandestinement à l'intérieur d'un centre de détention pour enfants utilisé par Medvance comme site d'expérimentation. Les images étaient glaçantes. Des enfants attachés, certains visiblement malades, d'autres au regard vide, comme brisés par la douleur. La révélation me bouleversa profondément. Ces enfants n'étaient pas seulement des cobayes, ils étaient les victimes silencieuses d'un système cruel qui les considérait comme des marchandises. Je ressentis une colère sourde, mêlée à une tristesse infinie. Ces visages, ces yeux ne pouvaient être ignorés. Je décidai alors de mener une dernière démarche, obtenir un témoignage direct d'un ancien employé de la clinique, quelqu'un qui pourrait dévoiler l'intérieur de cette machine à douleur. Grâce à Claire, je pris contact avec un certain Luc, un technicien qui avait travaillé sur les essais cliniques pendant plusieurs années avant de fuir, écœuré par ce qu'il avait vu. Luc accepta de me rencontrer dans un lieu neutre, un parc public où nous pouvions parler sans attirer l'attention. Ses paroles furent comme un coup de tonnerre. Il raconta comment les enfants étaient recrutés par des intermédiaires, souvent en leur promettant des soins médicaux ou un avenir meilleur, avant d'être enfermés dans des chambres aseptisées pour subir des traitements expérimentaux, souvent sans anesthésie. Certains enfants ne revenaient jamais, murmura-t-il, la voix brisée. D'autres restèrent paralysés ou développaient des maladies chroniques. Les rapports internes étaient maquillés et les familles étaient soit payées pour se taire, soit ignorées. Son témoignage confirmait tout ce que je pressentais, mais entendre ces mots à voix haute rendait la réalité encore plus insupportable. Il ajouta que la direction de Medvance était prête à tout pour protéger ses intérêts, y compris manipuler les autorités et corrompre les témoins. « Tu es en danger », me prévint-il avant de disparaître dans la foule. Ce soir-là, j'avais entre mes mains non seulement la preuve de la trahison de mes parents, mais aussi celle d'un système immoral aux ramifications terrifiantes. Je décidai de partager cette histoire avec Claire, qui prépara un reportage choc, combinant mes documents, les images du dossier anonyme et le témoignage de Luc. La diffusion de ce reportage provoqua un séisme médiatique. Des enquêteurs indépendants furent dépêchés, des arrestations suivirent, y compris celles de hauts cadres de Medvance. Pourtant, le combat était loin d'être terminé. Mes parents restaient silencieux, refusant tout commentaire, protégés par un mur de complicité et de déni. Mais je savais qu'en parlant, en dénonçant, j'avais commencé à briser cette barrière de silence. Chaque enfant sauvé, chaque vérité révélée, était une victoire sur l'obscurité. Au fil des mois, j'entrai en contact avec d'autres victimes,
recueillant leurs histoires, formant un réseau de soutien. Ensemble, nous réclamions justice, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui avaient été sacrifiés au nom du profit. La route était longue, semée d'embûches, mais je n'étais plus seul. Cette lutte, commencée par une lettre, anonyme et un dossier poussiéreux, avait réveillé en moi une force insoupçonnée. Et même si le chemin vers la guérison semblait encore incertain, chaque pas en avant rapprochait un peu plus la lumière de l'espoir. Les mois qui suivirent furent marqués par une intensification de la pression. Medvance Pharmaceuticals ne voulait pas céder, et ses alliés dans l'ombre redoublèrent d'efforts pour étouffer l'affaire. Des campagnes de discrédit furent lancées contre moi et Claire, des rumeurs malveillantes circulaient, tentant de miner notre crédibilité. Mais nous étions déterminés à ne pas laisser le mensonge l'emporter. Un soir, alors que je rentrais d'une réunion avec l'association, j'aperçus une silhouette familière à l'entrée de mon immeuble. C'était mon père. Son visage était fermé, ses yeux fuyants. Il ne dit pas un mot, se contenta de poser une enveloppe sur le pas de ma porte avant de disparaître dans la nuit. À l'intérieur, je trouvai une lettre manuscrite, tremblante, comme si chaque mot lui avait coûté. Il m'exprimait son regret, mêlé à la peur et à la confusion. Il reconnaissait que les choix faits par la famille avaient causé d'immenses souffrances, mais il implorait ma compréhension, m'exhortant à faire preuve de prudence. Cette lettre me bouleversa plus que je ne l'aurais cru. Je voyais en lui un homme déchiré entre son devoir envers l'entreprise et son amour paternel. Mais pour moi, il n'y avait plus de place pour le compromis. Peu après, Claire reçut un message crypté contenant des documents confidentiels internes, Medvance, détaillant des protocoles d'expérimentation sur les enfants, ainsi que des correspondances entre hauts responsables. Ces preuves accablantes confirmaient que les actions de la société étaient non seulement illégales, mais aussi moralement abjectes. Nous avions désormais entre nos mains des éléments qui pourraient lui faire tomber tout un empire. Parallèlement, je fis la connaissance de Camille, une ancienne infirmière qui avait travaillé dans un des centres de recherche de Medvance. Elle était la première à témoigner publiquement, dénonçant les conditions inhumaines et le silence complice autour des expérimentations. Sa voix tremblait parfois, mais son courage était palpable. Ensemble, nous formâmes un front uni, mêlant témoignages, documents et actions légales. L'affaire prit une ampleur inattendue lorsque des personnalités politiques commencèrent à être impliquées publiquement. Les scandales éclataient et la population se mobilisait, exigeant transparence et justice. Les manifestations se multiplièrent dans les rues de Lyon et d'autres villes, rappelant la force du peuple face à la corruption. Cependant, chaque avancée s'accompagnait de menaces renouvelées. Une nuit, alors que je rentrais chez moi, une voiture sans plaque tenta de me renverser. J'échappais de justesse à l'accident, mais l'intimidation était claire. Je n'étais pas seul dans ce combat, et mes ennemis n'avaient pas l'intention de lâcher prise. Malgré cela, je refusais de me taire. Au contraire, chaque tentative de me faire plier renforçait ma détermination. Je savais que ce que je faisais allait bien au-delà de ma propre histoire. C'était une bataille pour les droits humains, pour la dignité et la justice. Dans ce contexte, la pression familiale augmenta. Mes parents, bien que silencieux publiquement, multiplièrent les tentatives pour me faire céder. Des visites impromptues, des appels nocturnes emplis de colère et de désespoir. Mais je gardais la tête froide, sachant que céder reviendrait à trahir toutes ces vies brisées. Un après-midi, je reçus un appel de Luc, le technicien que j'avais rencontré auparavant. Il me proposa de me fournir des enregistrements audio réalisés clandestinement lors de réunions internes à Medvance. Ces enregistrements révélèrent des discussions sur la dissimulation des effets secondaires, des falsifications de rapports et des menaces directes envers les employés qui voulaient reparler. La révélation fit l'effet d'une bombe. Avec Claire, nous organisâmes une conférence de presse pour diffuser ces preuves. Le choc fut immédiat. Les autorités durent ouvrir une enquête officielle et plusieurs dirigeants furent placés en garde à vue. Mais la bataille ne s'arrêtait pas là. La résistance de Medvance se manifesta par des procès coûteux, des campagnes de diffamation et des pressions sur les témoins. Camille, qui s'était exposée publiquement, reçut des menaces de mort et dut être protégée par la police. Malgré toutes ces difficultés, un sentiment de solidarité naissait autour de nous. Des bénévoles, des juristes, des journalistes, tous unis pour faire éclater la vérité. Le combat prenait une dimension collective, bien au-delà de ma seule histoire. Un jour, lors d'une audience publique, un ancien cadre de Medvance brisa le silence et dénonça la chaîne de complicité qui avait permis ces atrocités. Son témoignage, corroboré par les documents et enregistrements,
fut un tournant majeur dans l'enquête. Je réalisai alors que la force de notre action venait de cette vérité partagée, de cette volonté collective de ne pas laisser passer l'injustice. Même si la douleur restait immense, chaque pas vers la justice donnait un sens à tout ce que j'avais enduré. Mais l'ombre du passé ne cessait de me hanter. La trahison familiale, les silences, les regards fuyants. Je savais que, malgré la lumière apportée par notre combat, certaines blessures ne guériraient jamais complètement. Ce sentiment me poussa à écrire, à coucher sur le papier toutes les émotions, les souvenirs, les peurs et les espoirs. Écrire devenait un exutoire, un moyen de transformer la souffrance en force. Mon histoire, devenue publique, inspirait d'autres victimes à se lever, à parler, à résister. Dans ce processus, je découvris aussi la complexité des liens familiaux, faits de contradictions, d'amour et de haine mêlées. Mais je choisis de ne plus laisser ces chaînes me définir. Mon avenir se construisait sur la vérité, la justice et la promesse de ne jamais oublier. Ce troisième acte de mon combat était celui de la résilience, de la solidarité et du refus de céder face à la peur. Je savais que la route serait encore longue, mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, rapprochait un peu plus la lumière. Je n'avais jamais pensé que revenir dans la maison de mes parents serait si douloureux. Le portail blanc, le jardin soigneusement entretenu, la façade impeccable, tout cela semblait figé dans le temps, comme si rien n'avait changé depuis mon départ. Pourtant, à l'intérieur, les murs étaient chargés de silence lourd et de souvenirs amers. Ma mère ouvrit la porte, ses yeux d'abord surpris, puis durs. « Elliot, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle avec une voix glaciale, teintée d'une irritation à peine dissimulée. Mon père apparut derrière elle, le visage fermé et froid. « Qu'est-ce que tu veux ? On avait été clair, tu n'as plus rien à faire ici, lança-t-il d'un ton tranchant. Je serrai les poings pour ne pas crier. J'étais venu chercher des réponses, pas des reproches. Je répondis simplement que je restais quelques jours pour récupérer des affaires, rien de plus. Ma mère me jeta un regard, comme s'il se demandait s'ils allaient encore me chasser. Mais elle finit par céder. « Très bien, mais ne cause pas de problème, dit-elle avant de refermer la porte. La maison semblait immense et étrangère à la fois. Je me déplaçais dans les couloirs larges, en fauteuil roulant, essayant de ne pas montrer combien mon cœur battait fort. Tout était resté intact dans ma chambre. Le lit simple, l'étagère poussiéreuse, les jouets oubliés. Mais ce n'était pas la nostalgie qui m'animait, c'était la quête de vérité. La première nuit, alors que mes parents dormaient, je me faufilais jusqu'au bureau de mon père. C'était la pièce qu'il verrouillait toujours quand j'étais enfant. Curieusement, cette fois, la porte était entrebâillée. J'allumais la lampe de bureau et fouillais les tiroirs. Je tombais sur des factures, des contrats, mais rien qui ne m'aide à comprendre. Le lendemain, je revins avec plus de patience. Ce soir-là, mes parents étaient repartis à une soirée. Je décidai d'explorer à nouveau le bureau, déterminé à ne rien laisser au hasard. Au fond du tiroir du bas, j'avais remarqué une serrure. Avec des mains tremblantes, je cherchais une clé. Sous le tapis, un petit trousseau m'attendait. J'ouvris le tiroir et découvris un dossier épais attaché par un élastique, portant le nom de « Contrat Medvance 2009 ». Mon souffle se coupa. Les pages contenaient des reçus de virements bancaires massifs adressés à mes parents, avec des annotations telles que « Service de courtage » et « Sujet d'essai clinique E ». Le sujet E, c'était moi. Je feuilletais d'autres documents où figuraient des noms d'enfants, avec des mentions terrifiantes, dommages neurologiques, Ezzy décédé. Une note manuscrite dans l'écriture de mon père disait « Elliot, succès, poursuivre la coopération ». Cette phrase me glaça le sang. Mes parents n'avaient pas seulement vendu leur propre enfant, ils avaient participé à un réseau sinistre, fournissant des enfants pauvres et orphelins à Medvance pour des essais cliniques dangereux. Les larmes me montèrent aux yeux, mais je savais que je ne pouvais pas rester là à pleurer. Je fis des copies, mis les documents dans mon sac à dos et partis dès l'aube, sans un mot d'au revoir. Je n'en avais pas besoin. Ils m'avaient oppris mes jambes, je leur prenais maintenant la vérité. De retour au centre de soutien, je tenais les preuves de la trahison. Ce dossier était la clé pour dénoncer mes parents et Medvance. Mais je savais que je ne pouvais pas y arriver seul. Il me fallait d'autres voix, d'autres victimes prêtes à témoigner. Je commençai alors à chercher ces voix. Parmi la liste d'enfants mentionnés dans les documents, certains noms résonnaient dans mon esprit.
Je contactais leurs familles, envoyais des messages, passais des appels, même des lettres manuscrites. Toutes les réponses n'étaient pas positives, mais plusieurs personnes répondirent. Angela, la mère de Marcus, fut la première à me répondre. Son fils, comme moi, avait été paralysé après un examen médical en 2009. Elle me raconta comment ma mère, Linda, l'avait manipulé pour intégrer un faux programme médical. Elle souriait, elle avait l'air si chaleureuse, dit Angela, les yeux embués. Mais Marcus n'a jamais remarché. Son témoignage me toucha profondément. Je lui confiai les documents et elle accepta de se battre avec moi. Peu à peu, d'autres victimes se manifestèrent. Émilie, une jeune fille qui dépendait désormais d'un ventilateur pour respirer, David, qui avait perdu son frère après un examen médical douteux, et plusieurs autres, tous marqués par Medvance. Nous formâmes un groupe anonyme, les survivants. Nous nous réunissions dans une vieille église abandonnée, un lieu chargé d'histoire, comme pour symboliser notre renaissance. Chacun partageait son histoire, sa douleur, sa colère. C'était un moment de vérité, mais aussi de solidarité profonde. Parmi nous, je ressentais un poids immense de responsabilité. J'étais le premier, la première victime dont le témoignage avait permis de rassembler tous ces récits. Ensemble, nous étions une force, une voix collective qu'on ne pouvait plus ignorer. Je contactai alors Lauren Carter, une avocate spécialisée en droits humains. Elle accepta de nous aider après avoir lu les documents et écouté mon histoire. « C'est une affaire d'envergure, Elliot, mais aussi dangereuse, » m'avertit-elle. Je lui répondis que j'étais prêt. Pour moi, pour Marcus, pour Émilie, pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. Avec son soutien, nous déposâmes une plainte collective devant la justice fédérale. L'affaire éclata dans les médias, suscitant un mélange d'indignation et d'incrédulité. On me traita de traître, de menteur, mais je m'en fichais. J'avais des preuves, des témoins, et la vérité de mon côté. Le procès s'ouvrit un jour de pluie, 3 mois après le dépôt de la plainte. Je me rendis au tribunal fédéral de Cleveland, le cœur battant, affrontant le regard de dizaines de spectateurs, journalistes et victimes rassemblés derrière moi. Lauren Carter, notre avocate, se tenait à mes côtés, déterminée. Face à nous, les avocats de Medvance et mes parents, silencieux, évitant mon regard. J'avais du mal à croire que ces personnes, qui avaient été mon univers, étaient celles qui m'avaient vendu à ce réseau. Lauren exposa les preuves. Les documents de la maison, les virements bancaires, les témoignages des victimes. Elle montra comment Medvance testait des médicaments dangereux sur des enfants pauvres, avec mes parents agissant comme des intermédiaires, attirant des familles naïves avec de l'argent et de fausses promesses. Mes parents nièrent les accusations. Mon père, tremblant mais défiant, m'accusa d'ingratitude, de jalousie envers mon frère Ryan. « Elliot n'est qu'un menteur, il veut détruire notre famille », cria-t-il. Ma mère resta silencieuse, mais je vis ses mains trembler. On nous traita de profiteurs, on demanda le rejet de l'affaire pour absence de preuves, mais Lauren ne faiblit pas. Elle présenta des courriels internes de Medvance, obtenus anonymement, révélant qu'il connaissait les risques neurologiques des médicaments, mais continuait les tests. Les preuves étaient accablantes. Après 3 semaines de procès, acharné, le jury rendit son verdict. Le juge, un homme âgé à la voix grave, annonça la condamnation de mes parents pour trafic d'enfants, maltraitance et participation à des essais médicaux illégaux. Ils furent condamnés à 40 ans de prison, leurs biens saisis pour indemniser les victimes. Medvance fut lourdement condamné, plusieurs cadres arrêtés pour enquête supplémentaire. Moi, en tant que première victime, je reçus une indemnité de plus d'1 million d'euros, issue des biens confisqués. Mais malgré la victoire, je ne ressentis pas de joie. Je regardais mes parents menottés. Ma mère murmura un « pardon » qui arriva trop tard. Je ne répondis rien, juste tournais les talons, le cœur lourd. Les jours suivants, je suis resté au centre de soutien, la tête pleine des révélations qui avaient bouleversé ma vie. Chaque nom inscrit sur cette liste, chaque histoire que j'avais recueillie me rappelait que je n'étais pas seul dans ce cauchemar. Les voix des survivants résonnaient encore dans mon esprit. Un cœur silencieux d'âme brisée mais résolue à ne plus se taire. Avec l'aide de Lauren, nous avons commencé à préparer les documents pour déposer une plainte collective contre Medvance et mes parents. Le poids de cette démarche était immense, mais je sentais aussi une force nouvelle grandir en moi. Il ne s'agissait pas seulement de chercher justice pour moi-même,
mais de lutter pour tous ceux qui avaient été trahis, exploités et abandonnés. Chaque témoignage que nous rassemblions ajoutait un peu plus de lumière sur ce réseau ténébreux. L'attente du procès fut une épreuve à elle seule. Les jours semblaient s'étirer à l'infini, et l'ombre du passé planait constamment au-dessus de moi. Mais à travers cette tourmente, je me suis appuyé sur le soutien de mes alliés. Angela, Emily, David et les autres victimes formaient désormais une famille soudée par la douleur et l'espoir. Ensemble, nous avons transformé notre souffrance en une arme contre l'injustice. Le jour du procès arriva enfin, un matin gris et pluvieux, typique de l'automne à Cleveland. En entrant dans la salle d'audience, j'ai senti mon cœur battre si fort que je craignais qu'il ne sorte de ma poitrine. Autour de moi, les regards étaient braqués, certains empreints de curiosité, d'autres de jugement. Mes parents étaient là aussi, leurs visages fermés, leurs yeux fuyant les miens. C'était la confrontation que je redoutais depuis tant d'années. Mais je savais que je ne pouvais pas reculer. Lorraine ouvrit le procès avec un discours puissant. Elle présenta les preuves, les documents que j'avais découverts dans le bureau de mon père, les relevés bancaires, les témoignages des autres victimes. Chaque élément semblait construire un mur infranchissable autour de la vérité. Mes parents nièrent tout, accusant leur propre fils de mensonge et de vengeance. Leur stratégie était claire, semer le doute, discréditer les victimes, protéger Medvance coûte que coûte, mais la vérité était trop lourde pour être étouffée. Angela témoigna avec courage, racontant comment ma mère l'avait manipulée, promettant un avenir meilleur à son fils Marcus avant que tout ne bascule. Emily, fragile et dépendante d'un ventilateur, parla avec difficulté mais détermination, décrivant les injections qui avaient détruit sa vie. David pleura en évoquant la perte de son frère, victime silencieuse de ces expériences cruelles. Lorsque vint mon tour, je montai sur le banc des témoins, ma chaise roulante comme un rappel visible de ce que j'avais perdu. Face à mes parents, je racontais mon histoire, les nuits passées dans cette pièce blanche, l'absence de réponse, la découverte du dossier Medvance. Ma voix tremblait parfois, mais je gardais le contrôle, déterminé à faire entendre ma vérité. Je n'étais plus cet enfant abandonné, j'étais un homme qui réclamait justice. Les avocats de Medvance tentèrent de me déstabiliser, évoquant mon isolement familial pour remettre en question ma santé mentale. Mais Lorraine les stoppa, net, dévoilant des emails internes où la société reconnaissait les risques neurologiques des tests, tout en poursuivant les essais. La salle d'audience était tendue, chaque mot pesant lourdement sur la balance. Après 3 semaines de débats intenses, le verdict fut enfin rendu. Je me souviens de ce moment avec une clarté douloureuse. L'air frais dehors contrastait avec la lourde atmosphère à l'intérieur du tribunal. Le juge, un homme âgé au regard sévère, lut la sentence. Mes parents étaient reconnus coupables de trafic d'enfants, d'abus et de participation à des essais médicaux illégaux. 40 ans de prison. Leur fortune saisie pour indemniser les victimes. Medvance fut condamné à payer des millions d'euros d'amende. Et plusieurs cadres furent arrêtés, déclenchant une enquête plus large sur ses pratiques criminelles. Je reçus une compensation importante, reconnue comme première victime avec des dommages permanents. Pourtant, cette victoire ne me remplit pas de joie. Je ressentais plutôt un vide, un mélange amer de soulagement et de tristesse. Mes parents, menottés, furent emmenés. Ma mère murmura un « Je suis désolé » qui, malheureusement, ne pouvait effacer des années de douleur et de trahison. Je quittai la salle sans un mot, emportant avec moi non pas un triomphe, mais la lourde responsabilité de faire entendre nos voix. 10 ans ont passé depuis ce jugement. Je suis toujours Elliot, toujours dans mon fauteuil roulant, toujours au centre de soutien à Ohio. La pluie tombe souvent à travers la fenêtre, comme un rappel constant des jours sombres. Mais je ne suis plus cet enfant brisé. Aujourd'hui, je raconte mon histoire, non pour pleurer, mais pour inspirer. Dans cette salle, entouré de survivants, je partage mon parcours, les nuits d'angoisse, la froideur de mes parents, la lettre anonyme qui m'a réveillé du silence. Une jeune fille qui a perdu une jambe dans un accident, un homme âgé aux mains tremblantes, m'écoute en silence. Quand je finis, la fille murmure « Si toi tu as pu le faire, moi aussi je peux ». Je souris, non pas parce que je suis un héros, mais parce que je vois en eux le reflet de ma propre lutte. Ces survivants qui refusent de se taire, qui refusent de laisser leur douleur les définir. Avec l'argent de l'indemnisation, j'ai fondé Survivor's Voice, une organisation qui soutient les victimes d'essais médicaux illégaux, offrant écoute, soins et accompagnement.
Le message que je veux transmettre est simple mais puissant. Vous n'êtes pas un fardeau. Peu importe combien la vie vous frappe ou combien ceux que vous aimez vous abandonnent, vous portez en vous une force incroyable. Moi, j'ai perdu mes jambes, mais j'ai retrouvé ma voix. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Parlez, luttez, montrez au monde que vous méritez d'être entendu. Je vous souhaite paix et courage pour affronter vos propres batailles. Les années qui suivirent furent très marquées par un travail incessant pour Survivor Voice. Notre organisation grandit lentement, rassemblant des témoignages, soutenant des familles brisées et surtout, menant campagne pour renforcer les lois, protégeant les enfants et les personnes vulnérables contre les abus médicaux. Chaque dossier que nous ouvrions révélait l'ampleur insoupçonnée de la souffrance, mais aussi l'espoir que la vérité éclate enfin. Je passais beaucoup de temps à rencontrer des journalistes, des avocats et même des législateurs. Chaque rencontre était une bataille contre l'indifférence et la bureaucratie, mais aussi une occasion de rappeler que derrière chaque chiffre se cachait une vie marquée par la douleur, la perte, mais aussi par la résilience et la volonté de changer le cours des choses. Mon histoire devint un symbole, non seulement à Cleveland, mais dans toute la France et au-delà. Des jeunes victimes d'essais illégaux à Paris, à Marseille, jusqu'à Lyon, prenaient contact avec nous. Leur courage me rappelait le mien, et chaque nouvelle voix renforçait notre détermination collective. Nous organisions des conférences, des ateliers et même des expositions photos pour sensibiliser le public. Malgré cela, la blessure restait profonde. Il y avait des nuits où le silence de la maison me pesait plus que tout, où les fantômes du passé revenaient hanter mes rêves. Mes parents, enfermés derrière les barreaux, étaient devenus des étrangers, des souvenirs douloureux que je préférais oublier. Mais je savais que ce combat était le leur aussi, celui de tous ceux qui avaient été trahis par ceux en qui ils avaient de confiance. Un jour, lors d'une intervention dans un lycée parisien, une jeune fille me demanda pourquoi je ne haïssais pas mes parents malgré tout ce qu'ils avaient dit fait. Je pris une profonde inspiration et lui répondis « La haine est un poison qui détruit celui qui la porte. J'ai choisi de transformer ma colère en action, en espoir. C'est la seule manière de guérir. » Son regard, brillant d'émotion, me donna la force de continuer. Aujourd'hui, je marche avec mes propres jambes, car la technologie a évolué, me permettant de retrouver une certaine autonomie grâce à une prothèse avancée. Mais au-delà de la reconstruction physique, c'est mon esprit qui s'est libéré. Je ne suis plus défini par mes blessures, mais par ma capacité à me relever, à tendre la main à ceux qui en ont besoin. L'histoire d'Elliot n'est pas un conte de vengeance ou de désespoir. C'est une histoire de courage, de solidarité et de justice. Elle montre que même dans les ténèbres les plus profondes, il est possible de trouver la lumière. Que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, doit toujours être révélée, et que le silence ne doit jamais être une option. Si mon histoire vous touche, si vous souhaitez faire partie du changement et soutenir ceux qui luttent pour la justice, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons donner une voix aux invisibles et bâtir un avenir plus juste. N'oubliez jamais, votre voix compte. Merci d'avoir écouté mon récit. Que la paix et la lumière vous accompagnent toujours.